À chaque fois que je pense avoir déjà traité la plupart des antagonistes iconiques du cinéma d'horreur dans mon bestiaire, je ressors mon petit fichier Excel avec tous les futurs épisodes prévus et je me rends compte à quel point il reste de la matière. Et curieusement, même si beaucoup se plaignent, plutôt à raison, du manque de personnages marquants et emblématiques offerts par l'horreur, surtout américaine, depuis les années 2000, un nombre important parmi ceux qui me restent à traiter appartiennent bien au deuxième millénaire, et c'est évidemment le cas de ceux dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour le coup, je vais vous présenter des antagonistes pour le moins emblématiques, représentant de l'une des franchises horrifiques les plus prolifiques de ces 20 dernières années, au croisement de plusieurs genres différents. Le survival, le slasher et le torture porn, pur produit du début des années 2000. Et ça donne une saga très ancrée dans son époque et des antagonistes qui, s'ils nous en rappellent d'autres, plus anciens, qui les ont influencés ou auxquels ils rendent hommage, ont leur propre identité, leur propre patte. Et qu'on aime ou déteste cette saga, aux épisodes de qualité assez aléatoires, il est indéniable que ces antagonistes méritent leur place dans mon modeste bestiaire. Et vous avez d'ailleurs été nombreux et nombreuses à me les réclamer au cours des derniers mois. Il est temps de leur rendre hommage. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans ce nouvel épisode du bestiaire de l'horreur consacré à Three Finger et aux Hillbillies de la saga Détour mortel. Welcome to hell. So you are afraid of something after all, huh? Si jamais vous ne le savez pas déjà, la saga Détour mortel contient de nombreux antagonistes qui sont surnommés les Hillbillies, un terme américain qui n'est pas sans nous rappeler celui de redneck qui désigne et caricature les communautés blanches qui vivent dans les campagnes reculées, qui seraient incapables de s'exprimer ou de s'habiller correctement, un terme que l'on pourrait traduire en français par pecno ou plouc. Par chez moi, on appelle ça des baraquis. Le seul qui apparaît dans les 6 films est celui que l'on appelle Three Finger. Il fait en quelque sorte office de fil rouge, de lien entre les différents opus, mais il est accompagné dans chaque épisode d'autres membres de sa famille, de son clan. Ce sont des individus physiquement déformés, incapables de s'exprimer autrement qu'en grognements, hurlements et marmonnements incompréhensibles, et leur côté redneck appuyé et leur goût prononcé pour la chair humaine les font ressembler à un croisement entre les mutants de la colline à des yeux et à la famille de Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Évidemment, ces deux films et sagas ont énormément influencé toute la série. Tout ce beau monde est également fortement inspiré par l'histoire de Shawnee Bean et de son clan, les cannibales écossais qui auraient vécu dans une grotte et soi-disant existé, même si c'est contesté par la plupart des historiens. Bref, Three Finger et sa joyeuse compagnie apparaissent pour la première fois en 2003 dans Détour mortel ou Wrong Turn de Rob Schmidt. Ils reviennent ensuite dans Détour mortel 2 ou Wrong Turn 2 Dead Hand de Joe Lynch en 2007, puis dans Détour mortel 3 ou Wrong Turn 3 Left 4 Dead de Declan O'Brien en 2009. La saga continue en 2011 avec Détour mortel 4 Origine sanglante ou Wrong Turn 4 Bloody Beginnings, toujours de Declan O'Brien, qui réitère à nouveau en 2012 avec Détour mortel 5 Les liens du sang ou Wrong Turn 5 Bloodlines. Enfin, la saga s'achève en 2014 avec Détour mortel 6, Last Resort de Valérie Milev, à ce jour le dernier épisode de la franchise, si l'on accepte le reboot Détour mortel La Fondation de Mike P. Nelson, sorti en 2021, et qui part sur une histoire pas mal différente et surtout de tout nouveaux antagonistes et ne nous intéresse pas pour notre vidéo du jour. Bon, vous le constaterez, 6 films, c'est pas mal. Mais surtout, comme pour la vidéo sur Leatherface de Massacre à la tronçonneuse, il y a pas mal d'antagonistes différents à relever. Nous avons toute une famille. Alors, pour éviter que vous soyez trop perdus, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter tous les membres de ce sinistre clan. Premièrement, nous avons le trio iconique principal de la franchise. Les Hilliker Brothers, composés de One Eye, appelé comme ça parce que, il a qu'un œil, Sawtooth, surnommé comme ça parce qu'il possède une dent très acérée qu'il ne cesse d'aiguiser, et bien sûr, notre héros, si j'ose dire, Three Finger, nommé ainsi parce qu'il s'est mangé 2 doigts, ce qui, en vrai, ça peut arriver à tout le monde. Ils apparaissent pour la première fois dans Détour mortel premier du nom, et si Three Finger apparaît dans toutes les suites, ses frères, eux, tués dans le premier opus, sont absents des épisodes 2 et 3, mais sont bien présents dans les autres, car le 4e film et ses suites se déroulent avant le tout premier.
Alors oui, la chronologie des films est assez floue parfois, et témoigne du peu de volonté de la part des scénaristes et réalisateurs successifs de créer une continuité réaliste et cohérente. Nous ferons avec. Dans Détour mortel 2, d'autres membres de la famille nous sont présentés. Maynard Odets alias Old Timer, le patriarche de la famille, que l'on retrouve dans Détour mortel 5, dans lequel il est beaucoup plus jeune et alors interprété par le légendaire Doug Bradley. Et en réalité, il apparaissait déjà dans le premier film en tant que propriétaire d'une vieille et repoussante station-service, mais n'était pas nommé. On peut juste le comprendre car il est interprété par Wayne Robson, comme dans le film suivant. Toujours dans le deuxième opus, nous apprenons qu'il aurait été marié à une certaine Delilah, la matriarche, morte de nombreuses années auparavant, mais nous faisons également connaissance avec d'autres de ses enfants, en couple, Pa et Ma, qui sont les parents de notre trio précédent, et avec deux présumés neveux, Brother and Sister. Pa et Ma auront également un autre bébé durant le film, Treetooth, appelé comme ça parce qu'il n'a que 3 dents, et que l'on retrouve adolescent dans le film suivant, élevé par Treefinger après la mort de ses parents. Ensuite, dans le tout dernier film, Last Resort, nous pouvons entreapercevoir toute une panoplie d'autres mutants, et désolé, mais il n'y a pas d'autres mots pour les qualifier tant leurs déformations sont prononcées, et qui sont liés par le sang à Treefinger et les autres, mais ne sont jamais nommés par le film. De plus, nous rencontrons également Jackson et Sally, d'apparence ordinaire, mais qui sont également issus de la même grande famille. Je suis conscient que pour le moment, tout ça n'est pas très digeste. Beaucoup de noms et de surnoms, beaucoup de sales tronches en une seule fois. Mais vous avez désormais toute la galerie des horreurs proposées par les Détours mortels en tête, et je peux maintenant vous raconter leur histoire. Ou du moins, ce que l'on en sait, car pas mal de choses restent floues. Tout commence, et globalement tout se déroule en fait, en Virginie occidentale, dans d'immenses bois qui s'étendent sur plusieurs territoires différents, dont le comté de Greenbrier. Depuis 1800, plusieurs familles de hillbillies cannibales, les Crayon, les Bogle, les Hillhikers et les Odets, vivent sur ce territoire, se reproduisent entre eux, entretenant une consanguinité de plus en plus lourde que eux voient comme la préservation de leur pureté. Évidemment, cette consanguinité est en partie responsable des lourdes déformations physiques et des handicaps mentaux de la plupart des membres du clan de nos jours, mais ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Dans les années 70, une usine s'installe dans les bois et déverse des déchets extrêmement toxiques dans la nature environnante, empoisonnant les familles qui vivent sur place, en faisant fuir certaines et en tuant d'autres. Maynard Odets, lui, décide de rester avec sa femme Delilah. Ils auront 2 enfants, Pa et Ma, qui donneront eux-mêmes naissance à Treefinger, One Eye et Sawtooth, et a priori, leurs déformations sont également dues ou ont potentiellement été accentuées par la toxicité de leur environnement, surtout qu'ils ont continué pendant des années à boire dans la rivière extrêmement contaminée. Ils sont d'ailleurs tous atteints d'une insensibilité congénitale à la douleur, à rajouter à la liste de leurs autres tares. Malheureusement, Treefinger, Sawtooth et One Eye, alors âgés d'une dizaine d'années au maximum, seront internés dans le sanatorium de Glennsville après avoir massacré et dévoré des innocents. Ils continueront à vivre dans cet asile loin de leur famille pendant près de 30 ans, bien après que l'endroit ait été abandonné, à se nourrir de voyageurs égarés dans la région, avant de quitter la zone après avoir perpétré un véritable massacre et de se retrouver bloqués dans un blizzard meurtrier, dans lequel ils auraient probablement péri s'ils n'avaient pas été sauvés par leur grand-père Maynard lui-même, qui les reprendra sous son aile. Par la suite, le trio ira ici et là, partout dans les bois, dans lesquels à peu près tous les bâtiments de l'ancienne usine désormais désaffectée à toutes les fermes, maisons et autres cabanes appartiennent désormais à leur clan, à vivre soit à 3, soit avec d'autres cousins, frères, parents. Vous aurez compris que la consanguinité est très profonde chez eux, et ils iront jusqu'à aider des descendants hillbillies lors de rituels de reproduction ancestraux à tenter de faire perdurer la famille, vu qu'il devient de plus en plus difficile pour eux de continuer à se reproduire entre eux avec les années. Ils continueront tous, sans exception, pour survivre, de massacrer tous les voyageurs égarés dans les bois et de les bouffer en toute quiétude, mais forcément, avec le temps, ils tomberont de temps en temps sur des proies plus récalcitrantes que d'autres qui leur donneront du fil à retordre. Et, à la fin de la saga, tout notre clan de mutants cannibales sera juste éteint, a priori. Et nous serons tous d'accord pour dire que c'est bien triste, évidemment. Maintenant que leur historique global est dressé, il est temps de s'attarder sur leur personnalité, leur psychologie. Eh bien, cela risque d'être assez court, finalement. Ce sont des bêtes féroces psychopathes, cannibales, brutales, impitoyables, de véritables amours en soi. Mais plus sérieusement, oui, ce sont des tueurs assoiffés de sang, mais en soi, ils tuent avant tout pour se nourrir. Les bois dans lesquels ils vivent sont en grande partie dénués de présence animale à cause des produits toxiques déversés par l'usine et ils se sont rabattus sur de la chair humaine. Même si ça, c'est ce qui est dit dans le deuxième film, mais c'est contredit dans les autres, dans lesquels nous apprenons par exemple que, dès 1817, les hillbillies de l'époque ont dévoré tous les habitants de la petite ville de Fair Lake, ou encore que se nourrir de chair humaine fait partie d'une sorte de tradition ancestrale, un héritage dont certains membres du clan sont extrêmement fiers. Dans tous les cas, la plupart des hillbillies, très limités intellectuellement, se comportent presque comme des bêtes et se contentent de tuer tous les humains qu'ils croisent et de les bouffer par la suite.
Les humains sont tout simplement des proies pour eux. La saga fait d'ailleurs à plusieurs reprises des parallèles guère subtils entre la chasse classique et les meurtres de nos antagonistes. La différence majeure entre les hillbillies et les prédateurs classiques animaux, c'est la cruauté de Three Finger et des siens lorsqu'ils tuent. Ils aiment faire souffrir, mutiler, humilier, maltraiter leurs victimes de façon épouvantable, et ils aiment ça. Ils prennent véritablement du plaisir à infliger des sévices et de la souffrance à leur proie, en témoigne le rire ô combien signature de notre cher Three Finger. Ceci dit, malgré leur manque de considération pour les autres êtres humains, ils sont très familles, très proches de leurs parents, très amoureux de leurs conjoints quand ils en ont, se serrent les coudes autant que possible et tiennent les uns aux autres. La saga nous offre plusieurs scènes de tristesse, par exemple, lorsque certains des membres du clan retrouvent des cadavres de leurs congénères. Ils se lamentent, hurlent leur peine, pleurent, crient. Des séquences qui parviennent même à être émouvantes quelques secondes. Cela appuie le fait que, finalement, les hillbillies sont quasiment juste une espèce différente d'êtres humains, qu'ils ne nous considèrent pas comme les leurs, exactement comme nous-mêmes ou la majorité d'entre nous considérons les poulets, les porcs ou les bœufs, par exemple. Leur but ultime, c'est la survie de la famille, et ça, c'est finalement une volonté que l'on peut comprendre. N'oublions pas qu'en plus, comme c'est également rappelé plusieurs fois dans les films, le monde civilisé leur a fermé ses portes à cause de leur apparence, de leur handicap, de leur façon de s'exprimer à base de grognements, qu'ils ont été moqués, pointés du doigt, rejetés par notre société et poussés à vivre en marge d'elle. Disons que ça n'a certainement pas aidé à ce qu'ils considèrent les autres êtres humains comme leurs semblables parce que le sentiment premier, c'est que l'inverse ne tenait déjà pas à la base. Et puis, il y a quelques rapprochements que l'on peut faire entre les hillbillies de Détour mortel et la classique figure horrifique du redneck qui véhicule souvent quelques symboliques récurrentes. Comme nous l'avons dit, les hillbillies vivent en marge de la société, au fin fond des bois, sont hideux, crasseux, sauvages, ne savent pas s'exprimer, n'utilisent aucune technologie moderne, semblent finalement bloqués dans le passé. Et forcément, ils sont aux antipodes de tous les petits citadins beaux gosses, bien propres sur eux, qui vont croiser bien malgré eux leur chemin. Les hillbillies représentent, ou plutôt caricaturent, une Amérique profonde, conservatrice d'une autre époque, qui n'a pas évolué avec le reste du pays et qui regarde en général ces évolutions d'un très mauvais œil. Dans le deuxième film, nous voyons pas Ma, Brother et Sister regarder une émission d'un autre âge qui explique que le progressisme et la modernité entraînent vers le péché, qu'il faut rester loin du sexe, de l'homosexualité ou du métissage. Et les films Détour mortel nous montrent ce qui, selon eux, arrive quand on suit ces doctrines, quand on s'enferme à ce point dans le conservatisme. On devient des hillbillies, hideux et primitifs. C'est évidemment une caricature, et que les droitards qui me suivent ne s'énervent pas trop, car la partie adverse est également bien caricaturée par les films, puisque bien souvent, les représentants du monde moderne, voire du progressisme, sont dépeints comme des êtres stupides, égoïstes, à la morale très floue, adeptes de drogue et de pratiques sexuelles proches du libertinage, prêts à tout pour s'enrichir, devenir célèbres ou progresser socialement. À nouveau, le deuxième film en particulier oppose ces deux camps de façon assez intéressante. Et la conclusion qu'on peut tirer de toute la saga, c'est que finalement, y a pas grand chose de reluisant d'un côté comme de l'autre. Les films ont donc cette particularité d'avoir un côté réac et conservateur, comme beaucoup d'autres slashers et survival qui punissent une jeunesse trop libre, trop fêtarde, trop en dehors des clous et les transforment en victimes, mais également un côté plus de gauche, progressiste, qui dépeint justement les conservateurs comme des monstres consanguins qui vivent dans leur crasse et ne s'expriment que par grognement. Et finalement, ces deux camps s'exterminent plus ou moins, car en sortant de cette franchise, on ne retrouve qu'une poignée de survivants, et en piteux état. Mais pour revenir aux hillbillies eux-mêmes, ils représentent donc cette Amérique profonde, rurale, laissée pour compte, conservatrice, réactionnaire. Qui n'est pas sans nous rappeler les personnages de Massacre à la tronçonneuse? Il y a d'ailleurs une scène de repas dans le deuxième film qui nous fait forcément penser à celle culte du grand classique de Toby Hooper. À côté de ça, ils sont aussi victimes de la modernité, puisque la dégradation de leur apparence est en partie due au rejet de déchets toxiques par une usine chimique sur leur terrain. Ce qui les rapproche alors des mutants de la colline à des yeux, qui eux ont cette apparence à cause des essais atomiques perpétrés par l'armée américaine dans le désert. Les films Détour mortel tapent sur tout le monde, sur toute l'Amérique en fait. D'ailleurs, il y a carrément une réplique dans le 2 qui le dit, l'Amérique est malade. C'est dit textuellement. Mais revenons un petit peu sur Terre, et vous vous en doutez, mais en 6 films, les hillbillies se sont parfois heurtés à des proies un petit peu plus coriaces que les autres. Laissez-moi donc vous présenter quelques-uns de leurs adversaires les plus tenaces. Commençons par le duo de survivants du premier film.
Chris et Jesse. Chris se retrouve sur une route de terre au milieu des bois pour esquiver l'embouteillage sur l'autoroute et percute la Range Rover de Jesse et ses amis. Ils se retrouveront tous traqués par Three Finger, Sawtooth et One Eye qui vont tuer les membres de leur groupe un par un de façon atroce jusqu'à ce que Chris et Jesse arrêtent de fuir et soient contraints de contre-attaquer. Résultat, la ferme des trois frères sera explosée et les trois Hillbillies ensevelis sous des tonnes de gravats dont ne se relèveront jamais Sawtooth et One Eye. Chris et Jesse, rapprochés par le pouvoir de l'amour finalement, auront triomphé de ces trois frères solitaires, jaloux des couples formés par le groupe d'amis de Jesse. Mais nous y reviendrons plus tard. Toujours est-il que Chris et Jesse sont les premiers de la saga à sortir vainqueurs du challenge des bois de la Virginie occidentale. Angela est la shérif de Fair Lake, où se déroule le Mountain Men Music Festival qui célèbre plus ou moins le massacre des habitants de la ville par les Hillbillies 2 siècles plus tôt. Après une coïncidence dont elle se serait bien passée, Angela arrête Maynard, le patriarche, et le fout en garde à vue, ce que ne vont pas apprécier nos trois frères préférés, Three Finger, Sawtooth et One Eye, qui vont alors tout mettre en œuvre pour le libérer. Angela fera tout son possible pour protéger ses autres détenus de ces meurtriers fous furieux et sa soif de justice l'empêchera de céder aux menaces de Maynard qui ne cessera de l'assommer de le libérer. Résultat, même si Angela leur donnera du fil à retordre, elle finira la tête explosée, son commissariat incendié et tous les gens sous sa protection massacrés. Pour autant, elle leur aura tenu tête avec force et les aura même sérieusement blessés à plusieurs reprises, donc félicitations, shérif Angela. Chavez est un détenu du pénitencier de Virginie occidentale, en plein transfert pour une autre prison avec d'autres camarades lorsqu'ils se font attaquer par ce diable de Three Finger. Les détenus s'échappent et se retrouvent dans la forêt, terrain de jeu de notre antagoniste préféré qui ne va cesser de les harceler et les massacrer un par un. Pourtant, notre groupe de prisonniers en cavale comprend quelques durs à cuire, dont Chavez, criminel aguerri, impitoyable et sadique, qui va rivaliser de cruauté avec Three Finger durant tout le film, y compris avec ses propres compères. Son plus grand fait d'armes, lorsqu'il va tomber sur Three Tooth, le jeune frère de Three Finger, il va le torturer et lui couper la tête avant de la planter sur un pieu, provoquant ainsi la colère et la tristesse de notre Hillbilly. Tout ça se réglera en combat d'homme à homme, 1 contre 1, duel féroce, durant lequel les deux porteront des coups brutaux à leur adversaire, mais dont Three Finger sortira finalement vainqueur, et pour le coup, Chavez est tellement une charogne que ça n'est pas pour nous déplaire. Dale Murphy, ancien colonel marine, devient l'animateur d'une émission de télé-réalité de survie qui se tient forcément dans les bois de nos Hillbillies favoris. Et bien entendu, les participants du show se feront assassiner un par un. Mais Dale Murphy, en tant qu'ancien militaire toujours en forme, sera un adversaire particulièrement tenace. Il se débarrassera de Three Finger, qui laissera pour mort, avant d'éliminer Maynard le patriarche avec de la dynamite, puis de réserver le même sort à Brother et Sister, après avoir libéré 2 de ses protégés captifs du clan. Il se fera malheureusement tuer par Pa Emma alors qu'il permet aux 2 jeunes de s'enfuir, mais à coup sûr, sans lui, ceux-ci ne s'en seraient pas sortis vivants. Le colonel Dale Murphy, qui à lui tout seul a éliminé 3 membres du clan, en a mis un autre hors circuit pour un bout de temps et s'est libéré tout seul d'un de leurs pièges, et sans contestation possible le plus grand adversaire qu'ont jamais connu Three Finger et les siens, et ce, même s'il est finalement tombé au combat. Enfin bref, en tout, les Hillbillies auront fait pas moins de 56 victimes, ce qui est plus qu'honorable en 6 films. Et ce, même s'ils sont nombreux. Et même si j'aurais aimé pouvoir vous montrer leurs meurtres les plus impressionnants, vu que Three Finger et les autres sont particulièrement brutaux et sanguinaires, mais que YouTube ne me laisse pas faire comme je l'entends, il faut que je vous parle en quelques mots des capacités de nos tueurs, ce qui leur permet d'être si performants, si terrifiants. En soi, les Hillbillies n'ont pas de capacité véritablement surnaturelle, mais ils ont tout de même quelques atouts bien particuliers. L'analgésie dont ils sont atteints, qui les immunise à la douleur, est forcément une force lorsqu'ils sont aux prises avec leur proie et qui leur permet de prendre l'ascendant lors des affrontements. Ils possèdent également une force au-dessus de la moyenne, mais plus parce que ce sont des sortes de bêtes sauvages qui ne brident pas leur puissance contrairement à nous. Ce sont d'excellents chasseurs, il faut bien le dire, capables de traquer leur proie sur de grandes distances dans les bois, un environnement qu'ils connaissent comme leur poche et dont ils exploitent les caractéristiques à la perfection. De plus, ils ont un attirail complet qu'ils manient également très bien, qui va de l'arc à flèche, l'arme de prédilection de Three Finger, au crochet, couteau, hache, fil barbelé, perceuse et surtout pièges mortels et audacieux en tout genre qu'ils posent un peu partout et dans lesquels de nombreux personnages tomberont au fil des films. Enfin, les Hillbillies sont tout simplement terrifiants, et leur apparence, leur hurlement, leur sauvagerie clouent souvent leur proie sur place, paralysés par la peur et la stupéfaction, et dans quasiment tous les films, Three Finger et les siens font leur première victime grâce à cette frayeur qu'ils provoquent.
Imaginez seulement marcher dans la rue et entendre le rire si caractéristique de Three Finger. Ça a de quoi faire froid dans le dos, à n'en pas douter. Enfin bon, il est tout doucement temps de se diriger vers la conclusion, si vous le voulez bien. Comme dit dès l'introduction, même si les Hillbillies sont inspirés par d'autres antagonistes classiques du cinéma d'horreur, ils ont leur propre personnalité, leurs propres caractéristiques emblématiques, leur propre identité. Three Finger a réussi à devenir un tueur iconique, et ce, bien que son look général varie d'un film à l'autre, notamment pour se dégrader qualitativement parlant au fur et à mesure des épisodes, et qu'il ne parle pas du tout. Les tueries sanglantes et les meurtres horribles provoqués par le clan sont bien sûr leur première qualité cinématographique, même si je veux également vraiment mettre en avant ce qu'ils représentent pour l'Amérique du Nord en tant que redneck des forêts, la caricature et la critique qu'ils forment. De plus, certains des films sont plus ingénieux qu'il n'y paraît. Le premier, par exemple, parle beaucoup d'amour. Les trois frères ne pourchassent que des couples dans le film, et l'ordre des victimes suit cette logique. Dès que le membre d'un couple meurt, le suivant sur la liste sera son conjoint, sa conjointe. Survivent les deux seuls membres du groupe qui n'étaient pas en couple à la base, et qui se rapprochent au fur et à mesure par la force des choses. Nos trois Hillbillies, hideux, solitaires, à qui l'amour se refuse, jaloux de la beauté de ces jeunes gens, de leurs relations, représentent presque le mariage ou l'amour qui mettrait fin à la jeunesse, à la liberté. En témoignent toutes les voitures appartenant à leurs anciennes victimes, désormais disparues, et dans lesquelles on peut retrouver des jouets d'enfants, par exemple. Une fois que tu es marié, que tu as fondé ta famille, plus de temps pour les voyages, l'amusement, tu disparais, en quelque sorte. Notre duo survit, plus ou moins, à l'amour dans ce film, ce qui est une drôle de conclusion. Et même si ça paraît tiré par les cheveux, regardez le film en ayant cette idée en tête et vous verrez à quel point ce thème est vraiment présent. Et plus original que l'idée du représentant d'une Amérique conservatrice poussiéreuse et consanguine. Mais voilà, les Hillbillies peuvent représenter beaucoup de concepts différents, mais sont avant tout parmi les antagonistes les plus iconiques de l'horreur post-2000. Tout simplement parce qu'ils sont hyper ancrés dans cette période post-11 septembre, entre les survival et slashers des années 70-80 et les torture porn des années 2010, et ils représentent de ce fait parfaitement l'évolution cinématographique du cinéma d'horreur américain, ce qui leur donne un statut assez particulier. Puis, beaucoup ont soit été choqués, soit ont éclaté de rire devant leur tuerie hyper gore et souvent cartoonesque. Pour toutes ces raisons, Three Finger et les Hillbillies sont devenus réels. Alors, la prochaine fois que vous irez vous balader dans les bois, méfiez-vous. Surtout si vous entendez un rire hystérique retentir au loin. Cette fois, c'est peut-être vous qui vous retrouverez au centre d'une traque. Et voilà, c'est la fin de ce petit bestiaire de l'horreur, j'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.